ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et vous propose aujourd'hui un sujet douloureux, caché ou surtout mal connu, recouvert par beaucoup d'hypocrisie, de culpabilité, de honte de tous les côtés. Ce sujet, c'est la prostitution. Là où on va le plus bas dans la violence et l'esclavage, mais aussi là où on peut trouver de vraies rédemptions. Mon invité d'aujourd'hui, c'est un homme qui consacre sa vie justement à aider les personnes en situation de prostitution. Gilles Badin, bonjour. Bonjour. Gilles Badin, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous représentez l'association Aux Captifs la Libération, qui se consacre à rencontrer et accompagner les personnes de la rue, et notamment les personnes prostituées. En quelques mots, qu'est-ce qui vous-même vous a amené à rejoindre cette association Aux Captifs la Libération ? Est-ce que vous étiez d'un parcours classique ? Oui, bonjour Guillaume. Alors effectivement, j'ai eu un parcours classique. J'ai fait des études et puis j'ai eu la chance après ça de partir à l'étranger et je suis revenu en France. Et vous étiez dans le marketing, dans les vins et spiritueux, c'est ça ? J'étais dans les vins et spiritueux. J'ai vécu 7 ans aux États-Unis où j'ai fait la promotion de vins et spiritueux français. Et après 7 ans, je suis rentré en France et j'ai rejoint un autre brasseur, puis l'association Aux Captifs la Libération. Alors comment je suis arrivé à l'association ? J'ai envie de dire c'est un double rebond. Le premier rebond, il a commencé en 2003, juste avant de partir aux États-Unis. J'avais un mois de battement et un cousin à l'époque, qui est toujours un cousin mais qui est devenu prêtre maintenant, m'a dit « Gilles, t'as un mois de vacances, est-ce que tu veux venir avec moi à Medjugorje ?» Et moi j'étais moyennement pratiquant à l'époque et voilà, donc je suis monté dans son bus un peu à reculons. J'ai fait les 20 heures de bus avec lui et une fois à Medjugorje, j'ai effectivement participé aux adorations, aux confessions, voilà. Et à la fin d'une adoration, je suis sorti de l'adoration en pleurs et Ludovic, puisqu'il s'appelle Ludovic, me dit « Mais Gilles, qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui dis « Il est vivant ». Et puis il me fait répéter et je lui redis « Il est vivant ». Voilà. Et puis, le séjour à Medjugorje s'est terminé, convaincu que j'avais un cadeau, mais que je l'avais pas encore ouvert et que je savais pas quand je l'ouvrirais. Il y a eu mon passage aux États-Unis, mon travail chez le brasseur une fois que j'étais revenu en France. Et puis, c'est au retour d'un pèlerinage des pères où j'étais parti. Je sors du bus, encore une fois, c'est toujours une histoire de bus. C'était où ce pèlerinage ? À Vézelay. Voilà, le pèlerinage des pères classique où on est 1000 pères qui cheminons ensemble. Et je sors du bus et là je tombe sur ma femme et je lui dis « Claire, on est appelé à plus grand ». Voilà, ça c'était en 2013 et en 2016 je rejoignais les Captifs comme réponse à cet appel à plus grand. Les Captifs je connaissais pas. Il y a eu une circonstance, je crois que vous étiez dans un nouveau job et puis le soir vous sortiez du bureau régulièrement, vous voyiez la même personne et puis un soir. C'est la première fois effectivement que je rencontre l'équipe des Captifs. Il y avait un binôme qui était là en maraude et qui était à genoux devant cette personne qui était sur la plaque d'égout. Cette plaque d'égout, moi je la contournais tous les soirs parce que cette personne était sale, était allongée, voilà, il y avait de la nourriture autour d'elle et j'étais vraiment interpellé par ce binôme. Qui étaient là, je les attendais au coin de la rue et je leur dis, mais une fois qu'ils se sont relevés au bout de 5 minutes, mais vous êtes qui ? Ils m'ont dit, on est un binôme, on va simplement à la rencontre des personnes qui sont à la rue pour les rencontrer. Voilà, ça c'est la première fois que j'ai entendu parler de Aux Captifs la Libération. Ça a cheminé puisqu'après, effectivement, sachant que j'étais appelé à plus grand, j'ai cherché un travail dans une association plutôt chrétienne. Ça aurait pu être le Rocher, ça aurait pu être les Captifs et c'est en fait... Autre clin d'œil, lors d'une messe où je me confie vraiment au Seigneur et je lui dis « Mais Seigneur, où tu m'appelles ?» Et c'était l'évangile de Luc, chapitre 4,
où il est dit je viens apporter aux captifs la libération. Et je suis sorti de cette messe en disant c'est là où je suis appelé. C'était en 2016. C'était en 2015 et je suis rentré au captif en 2016. En 2016. Et donc vous y êtes depuis 7 ans. Gilles Badin, c'est quoi au captif la libération pour ceux qui ne connaissent pas? Captif la libération, c'est d'abord une parole d'évangile, comme je viens de le dire, qui était écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 61, et puis qui a été repris par Jésus au temple. Et c'est repris dans l'évangile de Luc. Et en fait, c'est une association aujourd'hui, une association créée en 1981 par le père Patrick Giros, qui était prêtre du diocèse de Paris à l'époque. Il était prêtre à Sainte-Jeanne de Chantal, vicaire du père Lustigier à l'époque. Et il a eu cette intuition de dire, mais en fait, allons à la rencontre des personnes à la rue. Jusqu'à présent, le travail social, on attendait derrière son bureau que les gens viennent à vous. Et lui, il a eu cette intuition de se dire, allons les rencontrer. Et il est en fait le créateur de la maraude, ce que nous on appelle une tournée rue. Et il a eu cette intuition au début d'aller voir ce qu'il appelait les loupards, donc des personnes qui étaient là autour du bois de Vincennes, porte Dauphine, des personnes qui se prostituaient, des personnes qui vivaient de vol, de deal. Voilà. Et lui, avec sa moto, ce père Patrick Giros, allait les rencontrer. Et donc, avec le temps, cette association donc a grandi. C'est une association chrétienne, non seulement de sensibilité chrétienne, mais puisque là, vous me recevez, on est dans les locaux d'Au Captif la Libération, on est dans les locaux de la paroisse de Saint-Ambroise à Paris, dans le 11e. Oui, c'est ça. C'est une association effectivement créée par un prêtre et qui garde son ancrage chrétien. En fait, les cadres sont tous chrétiens parce que le premier article de la charte des captifs, il est avant tout, le premier article, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle à tous et notamment aux personnes à la rue. L'idée, c'est que les paroisses, effectivement, sont ouvertes à tous les paroissiens du secteur. Donc les personnes, j'ai envie de dire, bien portantes, mais aussi les personnes qui peuvent dormir à la rue, les personnes en situation de précarité et les personnes en situation de prostitution. C'est la paroisse de tous. Donc on essaye de faire église tous ensemble. Et alors, qu'est-ce qui change justement dans le regard? Parce que des associations ou des entraides pour les personnes qui sont à la rue et les personnes qui sont en situation de prostitution, il y en a. Mais il y a au sein des captifs la libération, et c'est ce que j'ai un peu appris en préparant cette émission, il y a un regard qui est différent. Oui. L'essence même de l'association, ce qu'avait dit le père Patrick Giros, c'est qu'à Paris, on ne meurt pas de faim, on ne meurt pas de froid, mais on meurt d'exclusion. Et ça, c'est révolutionnaire. Et on peut dire ça parce qu'effectivement, il y a d'autres associations qui vont apporter à manger, il y a d'autres associations qui vont apporter des couvertures. Mais après ça, cette exclusion, c'est vraiment une captivité, c'est vraiment quelque chose qui rend les gens, qui exprime l'exclusion, vraiment. Et au sujet de la prostitution en elle-même, puisque c'est ce dont vous, Gilles Badin, vous vous occupez particulièrement au sein de l'association Au Captif la Libération, vous êtes responsable de ce pôle prostitution, vous dites que vous apportez une pierre de plus en quelque sorte au débat qui est dans la société, qui est beaucoup plus la plupart du temps porté sur les questions de prohibition, de réglementation et d'abolition. Et vous apportez résolument un regard chrétien, fondé sur une anthropologie humaniste chrétienne, qui regarde d'abord la personne. Alors effectivement, on regarde la personne et c'est comme ça qu'on souhaite avancer. Et on regarde la personne, avant de rentrer dans toutes les définitions que vous venez de préciser, on regarde la personne comme le Christ. Et la façon que les captifs ont d'aller rencontrer est très spécifique. En fait, on va les regarder et on va aller les rencontrer d'abord, ce qu'on dit à main nue. C'est-à-dire qu'on y va sans rien leur apporter d'autre que notre présence. Beaucoup d'associations, et je viens de le dire, le font bien. Ils apportent à manger, ils apportent des couvertures. Nous, quand on tourne en binôme, en tournée rue, que ça soit en précarité vers les personnes SDF ou que ça soit en prostitution vers des personnes en situation de prostitution, on y va sans rien leur donner, juste notre regard, juste notre temps. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas mieux que l'autre. En fait, on se positionne pas au-dessus en lui disant « moi, je suis mieux que toi ». Non, je la regarde, elle peut me regarder. Je lui parle, elle peut me regarder. Ça, c'est ce qu'on appelle la rencontre à main nue, gratuitement. La deuxième façon d'y aller, c'est d'y aller fidèlement aussi. Le Seigneur vient à notre rencontre fidèlement. Eh bien, nous, on s'engage à aller rencontrer les personnes qui sont à la rue de façon fidèle. C'est-à-dire, toutes les semaines, on y va avec le même binôme, sur le même parcours, pour rencontrer les mêmes personnes. Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid comme aujourd'hui, qu'il pleuve, qu'il neige, on y va. Parce qu'en fait,
Ce qu'on crée, c'est de l'amitié, ce qu'on crée, c'est de la rencontre, et ça va dans cette fidélité. Ce qui est très important, c'est aussi à quoi j'ai été très sensible en préparant cette émission, Gilles Badin, c'est ce regard sur la personne en situation de prostitution. C'est pas un délinquant, c'est une victime. Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, on a encore dans l'esprit commun que ces personnes le choisissent ou que... Pas du tout. La prostitution aujourd'hui, c'est à 95% des personnes qui ne l'ont, plus de 95% probablement, qui ne l'ont pas choisi et qui sont prises dans des réseaux. Soit c'est de l'exploitation sexuelle, c'est-à-dire que vous avez un proxénète qui est là et puis qui va exploiter la fille et qui va en tirer profit. Soit la personne, la fille dans la majorité des cas, mais ça peut être aussi des hommes et parfois des personnes trans, sont prises dans des réseaux. Des réseaux, c'est une mafia en fait, à dimension internationale, et qui repèrent des gens dans leur pays, qui les transportent et qui les exploitent sur le territoire français. Voilà, c'est ce qu'on appelle la traite des êtres humains. C'est l'esclavage moderne. C'est de l'esclavage moderne. Quand on dit que l'esclavage n'existe plus, c'est faux. L'esclavage existe encore. Ce qui existait à l'époque, ce très bon livre, la Bakita de Véronique Olmy, où on parle de l'esclavage au 19e siècle, on dit ouf, c'est fini, mais pas du tout. Cet esclavage existe encore. Je suis au quotidien avec des femmes qui viennent du Nigeria, à qui on a promis un avenir meilleur en France. On leur a promis qu'elles seraient restauratrices parce que les Français adorent la gastronomie africaine, qu'elles seraient coiffeuses parce que les Français rêvent de se coiffer comme les Africains. Esthéticiennes, et pas du tout. En fait, elles font confiance à ces personnes qui font partie du réseau de la mafia, notamment au Nigeria. elles s'endettent. Elles s'endettent, souvent avec des sommes astronomiques, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros. Pour payer le voyage. On leur dit que c'est pour payer le voyage. Le voyage, elles le font bien souvent à pied, à travers le Nigeria, le Niger. Et dans des conditions déjà très violentes. Hein. Bah oui, souvent. Mais effectivement, voilà, ce qui se passe, ce qu'on voit à la télé est vrai. En Libye, c'est particulièrement violent. La traversée de la Méditerranée sur des bateaux pneumatiques est réelle. Elles arrivent en Italie, sans rien, sans papier, parce que leurs papiers ont été volés. Et là, effectivement, la traite commence entre l'Italie, l'Allemagne, la France. Et moi, je le dis souvent, ce réseau est une énorme pieuvre. Et voilà, va bouger ces pauvres femmes qui n'ont pas choisi. J'ai vu beaucoup, en préparant cette émission, effectivement, les cas du Nigeria dont vous parlez. Il y a l'Afrique noire, mais il n'y a pas que ces pays-là. J'imagine que c'est généralisé. Alors moi, je vous parle de la prostitution de rue, c'est-à-dire celle qu'on va voir aujourd'hui. L'Afrique subsaharienne représente une grosse partie de cette prostitution-là. Ces femmes-là, on va les retrouver principalement dans le bois de Vincennes et au niveau des Maréchaux, nord de Paris. Voilà. Après ça, il y a d'autres publics. Si vous allez dans le bois de Boulogne, là, vous allez plus rencontrer des personnes trans d'origine Amérique latine, beaucoup de personnes qui viennent du Pérou. Puis vous l'appelez la prostitution traditionnelle, celle qui sera plus peut-être concentrée dans les centres-villes. Ah oui, alors effectivement, il y a une autre sorte de prostitution qu'on appelle la prostitution traditionnelle, avec des personnes françaises ou assimilées français, donc pas mal de maghrébines. Ouais, c'est ça, maghrébines. Elles sont parfois plus âgées. Je dis que c'est une prostitution un petit peu plus choisie, peut-être moins dans des réseaux, dans cette mafia nigériane ou cette mafia dont je peux vous parler, mais qui reste dans tous les cas violente. La prostitution est une violence. Voilà, c'est jamais choisi. Et même si des femmes vont vous dire ou des hommes vous dire je l'ai choisi, jamais on choisit la prostitution. Et d'ailleurs, vous dites ça arrive souvent dans des cas de personnes qui ont déjà été violentées avant même de partir en prostitution. Elles ont pu être violentées déjà dans leur enfance, dans leur famille ou dans leur village, j'imagine, si c'est des provinces reculées d'Afrique. Alors en Afrique, elles peuvent être violentées, mais elles sont aussi surtout très très pauvres. Cette traite des êtres humains, elle existe surtout pour des personnes très pauvres. Je vais vous prendre un autre exemple qui parle beaucoup, qui n'a rien à voir avec la prostitution, mais qui est un exemple réel. Ce petit garçon qui joue très bien au foot, dans un pays d'Afrique subsaharienne, et là vous avez un entraîneur véreux qui vient de Lyon et qui va voir la maman et qui lui dit « Votre fils, vraiment, il joue bien au foot. J'ai pour lui un avenir radieux en France. » La mère est folle de joie. L'entraîneur véreux lui dit « Oui, mais ça coûte, je sais pas combien, 30 000 euros pour l'emmener en France. » La mère dit « Pas de problème, je vends mon bout de terrain, voilà l'argent. » L'entraîneur véreux part avec le passeport, part avec les 30 000 euros, part avec l'enfant, le met dans un hôtel à Lyon et puis disparaît de la circulation. Voilà, ça c'est aussi de la traite des êtres humains qui existe. Et donc, comment faites-vous, vous l'avez déjà un petit peu évoqué Gilles Badin, pour entrer en contact? Parce que j'imagine que c'est ça qui est le plus difficile, parce que ce sont des personnes qui vivent en situation de violence, en situation où elles se sentent sans doute trahies, trompées par tout le monde, abusées tout le temps. Comment fait-on pour nouer le contact? Donc c'est des maraudes régulières, toujours les mêmes personnes?
Quelle parole, comment on fait? On fait comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est-à-dire que toutes les semaines, on va à la rencontre de la personne. La première fois que j'ai rencontré ces femmes nigérianes ou péruviennes ou maghrébines que vous pouvez rencontrer, ou parfois même d'Europe de l'Est, vous n'avez rien à leur dire comme la première fois où on se rencontre. Mais c'est la deuxième fois où vous allez la voir et lui dire, tiens, aujourd'hui, t'as pas froid, il fait froid. Et puis, tiens, aujourd'hui, je vois que tu es plus souriante. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est la quatrième, la cinquième ou la sixième fois qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se nouer. Moi, je me rappelle tourner, ça faisait 6 mois que je tournais au Bois de Vincennes et que je rencontrais cette même jeune femme et j'avais rien d'autre à lui dire que comment tu vas, et elle parle anglais, ces femmes-là, et la conversation elle est pas beaucoup plus loin. Ma clé d'entrée c'était son polo, elle avait un polo rose avec une petite tête de mort et puis à chaque fois on rigolait sur cette petite tête de mort qu'elle avait sur son polo. Voilà, 6 mois où on s'est arrêté là-dessus et au bout de 6 mois j'allais la quitter, l'échange avait duré 1 minute. J'allais la quitter et puis elle me court après, elle me dit Gilles, elle sort de sa poche un portefeuille, elle me dit tiens, ça c'est pour toi. Je lui dis un portefeuille, elle me dit oui, je l'ai trouvé par terre, je l'ai pas volé, mais en fait, il y a que toi en qui j'ai confiance, je peux pas le donner aux autres femmes qui se prostituent, on me dira que je suis une voleuse, c'est à toi que je le donne, est-ce que tu peux le donner à la police? C'est le client qui l'a peut-être perdu, tout simplement. Exactement. Mais en fait, on croit que rien ne se passe et pendant 6 mois, j'ai juste dit bonjour à cette jeune femme. Et j'étais pourtant sa seule personne, la seule personne en qui elle avait confiance. Pendant toutes ces maraudes, justement, vous parlez du Bois de Vincennes, j'imagine que c'est plutôt la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas de situation dangereuse parce que ces réseaux de proxénètes ne doivent pas beaucoup vous apprécier? En fait, au Bois de Boulogne, il y a peut-être des situations un petit peu plus violentes parce qu'il y a des prostitutions d'hommes, il peut y avoir peut-être des violences entre les hommes et les personnes trans. Il y a eu un meurtre d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Assez récemment, donc là au Bois de Boulogne, effectivement, il y a de la violence. Au Bois de Vincennes, on n'a jamais observé de violence et les réseaux sont, j'ai envie de dire, trop intelligents pour s'en prendre à nous. On a l'exemple là, cette semaine ou la semaine passée d'une femme qu'on a essayé d'accompagner, qu'on accompagne, et les réseaux ont dû l'apprendre et s'en sont pris à sa famille au Nigeria. Donc des représailles au Nigeria. Et nous, on s'est posé la question, mais est-ce que nous, en France, parce qu'on aide cette personne, on risque quelque chose? Non. En fait, les réseaux sont trop intelligents. Ils savent qu'au Nigeria, ils sont en toute impunité. Ils savent qu'en France, il y a quand même des règles qui se respectent. Et si jamais nous, on les dénonçait, leur réseau disparaîtrait. Dans ce cas-là, cette femme a dû s'éloigner de vous, pour le coup, par peur pour sa famille? On est en train aujourd'hui d'essayer de l'accompagner le plus intelligemment possible pour qu'elle soit en sécurité, que sa famille soit en sécurité, oui. Alors, une des spécificités d'Ocaptif La Libération, c'est de proposer ce parcours de sortie de prostitution qui vient de cette loi qui a été votée en avril 2016. Vous pouvez en parler un petit peu? Oui, alors effectivement, vous expliquiez qu'il y avait différents courants qui existent. Il y a les courants réglementaristes, il y a les courants prohibitionnistes et il y a le courant abolitionniste. Cette loi de 2016, c'est une loi abolitionniste, qui en fait abolit le réglementarisme. En fait, les femmes ont dit, les femmes féministes, certaines personnes féministes ont dit, on ne peut pas réglementer la prostitution, ça va à l'encontre de nos droits, si on veut pouvoir se prostituer, on peut pouvoir le choisir librement. De là est arrivé ce mouvement abolitionniste. Et l'objectif, c'était en fait de lutter contre toutes les formes de réglementation de la prostitution, et où on dit que le client et le proxénète sont coupables et que la personne qui se prostitue doit avant tout être considérée comme une victime. Et effectivement, aujourd'hui, les personnes qui sont en situation de prostitution sont des victimes parce qu'elles sont victimes de réseaux, comme on l'a dit précédemment. Et cette loi de 2016 réaffirme ça. Elle dit plusieurs choses. La première, c'est que si elles sont victimes, on doit pouvoir les aider. Ils sont mis en place les parcours de sortie de prostitution que vous évoquez. C'est un parcours qui est mis en place avec 3 parties, 3 engagements. D'abord, l'engagement de la femme. Elle dit, OK, moi je m'engage à sortir de la prostitution. Ça, c'est son engagement. Ensuite, il y a une association, nous en l'occurrence, on est agréé par la préfecture de Paris, qui dit, on va t'accompagner à sortir de la prostitution. Donc tu peux t'appuyer sur nous. On va t'accompagner aussi pour trouver un hébergement et on va t'aider à trouver une formation qui va t'emmener vers un emploi. Et ça, c'est possible parce que l'État, en tout cas la préfecture, s'y engage aussi en donnant des papiers provisoires. Donc la femme s'engage ou la personne en situation de prostitution s'engage à sortir de la prostitution. L'État va donner
des papiers C'est provisoires. vous qui coordonnez ça? Et nous, on coordonne ça avec la préfecture, effectivement. Donc il y a une déclaration, la FIS, je crois, et pour le coup, une aide de 330 euros par mois pour les aider à essayer de survivre et cesser de prostituer. Mais enfin, c'est pas un gros montant, donc j'imagine que ça doit pas aller très loin. Effectivement, la préfecture, en plus des papiers provisoires, offre une aide financière Mais les papiers provisoires, sociale. c'est déjà pas mal, parce que ça leur permet éventuellement de pouvoir régulariser leur situation, de leur donner ce temps. Ça leur permet d'avoir une formation, éventuellement de s'inscrire à Pôle emploi, donc suivre une formation et ensuite de trouver un emploi stable. Et en fait, on a besoin de main-d'œuvre en France, quoi. On se le dit pas assez, mais tout ce qui est métier du social, les métiers à l'aide à la personne, service, voilà. Et toutes ces femmes aujourd'hui, elles ne demandent que ça, aider l'autre, être au service d'eux. Et on le voit aujourd'hui dans toutes les structures médico-sociales, on a besoin d'aide. Et ces femmes-là aiment ça et le font bien. Et ça commence souvent par apprendre la langue, parce que pour la plupart du temps, elles ne parlent pas le français ou très mal. Alors, si on parle des femmes originaires du Nigeria, elles ne parlent pas le français, effectivement. Elles parlent soit le pidgin, soit l'anglais, parfois les deux. Donc, nous, à partir du moment où elles rentrent dans ce parcours, elles ont 2 ans où, effectivement, il faut qu'on leur apprenne l'anglais, le français. Il faut qu'on les inscrive dans une formation et puis que ça débouche. Apprendre des métiers. Et apprendre un métier. Mais c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est qu'elles se mettent en route, qu'elles nous fassent confiance. Vous parlez d'un parcours du combattant. Oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est un parcours du combattant parce que l'obtention de papier, on le sait en France, c'est pas évident. Mais avant même l'obtention du papier, il faut que cette femme qui a fait confiance au Nigeria, son proxénète, en lui disant que le proxénète qui lui dit bah oui, tu vas trouver un métier en France, elle a fait confiance. En fait, elle trouve pas de métier en France. Elle fait confiance sur son parcours de migration à travers le Niger, la Libye, où très souvent elle va être violée. Elle a encore fait confiance quand elle arrive en France. Et finalement, à chaque fois qu'elle fait confiance, elle est trahie. Pourquoi est-ce que nous, elle nous ferait confiance quand on lui dit on va t'aider, si tu le souhaites évidemment, si c'est ta volonté, à sortir de la prostitution? Voilà, donc c'est ce lien gratuit qui se fait dans la durée, qui nous permet de gagner la confiance de la personne et qui nous permet de mener un chemin de libération, au captif la libération, un chemin de libération avec elle. Un chemin qui va donc dans un accompagnement qui est médical, qui est thérapeutique, qui est psychologique. Oui. Vous pouvez en parler un petit peu? Bien sûr. Au captif, la libération, on accompagne la personne dans sa globalité. Et qu'est-ce que ça veut dire la globalité? En fait, on a développé un outil qu'on appelle l'acérola ou arbre de vie. Donc c'est assez imagé, c'est un arbre qui a 4 racines et 7 branches. Et en fait, je vois le dessin qui est sous vos yeux là. Voilà, exactement. Et en fait, on va accompagner la personne sur toutes ces dimensions. Et on considère, c'est peut-être réducteur, mais c'est déjà beaucoup, que la personne a 11 dimensions. Alors je peux vous en citer quelques-unes. Ah, volontiers, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup les arbres en plus. Voilà, alors on a par exemple l'estime de soi. Comment nous, captifs, on va aider la personne à regagner l'estime de soi, la relation aux autres, la vie spirituelle. On le disait, effectivement, on est une association chrétienne. Donc, si les femmes ont une demande à ce niveau-là, on peut les accompagner. Justement, comment ça se passe? Parce que là, on parlait des Nigérianes. Elles peuvent être chrétiennes, mais elles peuvent être musulmanes aussi. Donc, vous avez quel type de proportion de chrétiennes et de non chrétiennes? Alors, les femmes nigérianes sont en grande partie évangéliques. Oui. Voilà. Donc, nous, on va les accompagner dans leur foi chrétienne. On leur propose des louanges. Moi, j'ai le souvenir. Elles sont souvent, elles me convertissent, ces femmes. Hein. J'ai le souvenir ce qu'on appelle des week-ends pour tous. On avait été un petit peu au Vert, à Notre-Dame-de-Louis, très beau monastère retapé par le diocèse de Paris. Et on y va, et tout au bout, il y a une petite grotte. Et j'y suis allé avec 4 ou 5 femmes. Et là, on rentre dans la grotte. Il doit y avoir une statue de la Vierge, une reproduction de Bernadette peut-être, ou de la Vierge. Je confirme. Et là, elles se mettent à louer. Mais sans rien me demander. Et en fait, voilà, il y avait des petites bougies qu'elles ont allumées. Et je me suis dit, en fait, tout est grâce, tout est occasion de louange. Et voilà. Et vous privilégiez justement, je crois, les temps festifs. Chaque fin d'année, vous fêtez Noël, vous avez fêté Noël ensemble? Oui. Patrick Giros, le fondateur, pour lui, la fête, c'était quelque chose d'important. Faire famille ensemble, faire église ensemble, en fait. Voilà, donc on réunit, je vous l'ai pas dit, mais on est une association où on est 70 salariés, 350 bénévoles, voilà, et des accueillis. Et en fait, tous les ans, on fait la fête ensemble à plusieurs reprises, et notamment la fête de Noël est l'occasion. Il y a aussi une fête rue. C'est combien de personnes en situation de prostitution qui fréquentent Alors, on fait plus de 6000 rencontres par an. C'est-à-dire que nos binômes vont en rue
et font plus de 6000 rencontres. Ah oui, c'est d'ailleurs pas seulement à Paris. Hein. À Paris, vous procédez par antenne, c'est ça? C'est différent. Alors, on est principalement inscrit à Paris, effectivement. En prostitution, on a 3 antennes pour couvrir l'ensemble du territoire. Ça correspond à certaines paroisses dans Paris? Oui, on est toujours inscrit dans des paroisses. Pour le bois de Boulogne, on est inscrit dans la paroisse de Saint-Honoré-des-Laux. Pour le bois de Vincennes, on est un petit peu loin, mais on est inscrit à la chapelle Sainte-Rita, qui dépend de la paroisse de la Trinité. Et pour le cœur de Paris, on est inscrit dans la paroisse de Saint-Leu-Saint-Gilles. Et c'est combien justement de bénévoles à Paris et dans toute la France à peu près? On est à peu près 350 bénévoles pour 70 salariés. Et donc 6000 personnes 6000 rencontres, 6 000 c'est pas le nombre de personnes rencontrées. Le nombre de personnes qu'on accompagne est de plus de 400 personnes. Voilà, on accompagne plus de 400 personnes. Ça veut dire quoi, accompagner? Ça veut dire que on les accueille sur nos lieux d'accueil. On a des lieux d'accueil dans les paroisses dont je viens de vous parler. On leur propose des activités de dynamisation. C'est des activités en fait pour leur faire reprendre goût à la vie, pour les aider à avancer sur cette... Ça peut être de l'art-thérapie, par exemple. Ça peut être de l'art-thérapie, effectivement. Je vous parlais de cet arbre de vie. Ça leur permet d'avancer sur une de ces dimensions, par exemple. Je vous parlais de l'estime de soi. Effectivement, ces activités de dynamisation permettent d'améliorer l'estime de soi. On leur propose de partir en séjour aussi. Pourquoi? Parce que ça leur permet de rompre avec le quotidien, ça leur permet de découvrir la France, ça leur permet de créer des liens, ça leur permet de se reposer aussi. On oublie que ces personnes sont des personnes épuisées, que ce soit les personnes en situation de précarité ou les personnes en situation de prostitution. Elles sont fatiguées de leur vie. Qu'est-ce qu'elles veulent faire la plupart du temps une fois que... Alors d'abord, le parcours, on n'a pas fini, mais c'est un parcours qui est très exigeant et qui dure 2 ans, c'est ça? Voilà, c'est un parcours qui dure 2 ans. Et effectivement, tous les 6 mois, on représente les avancées de cette personne à la préfecture. Et la préfecture décide si oui ou non on peut continuer ce parcours, c'est-à-dire redonner des papiers provisoires et continuer à payer la FIS. Et au bout de 2 ans, effectivement, si la personne a intégré un CDI, eh bien on lui permet de rester sur le territoire français avec des papiers provisoires. Il y a tout justement ce challenge de réinsertion professionnelle dont vous vous occupez qui est très important. Ça me fait d'ailleurs penser à une autre association que j'avais eu le bonheur de rencontrer, Wake Up Café. C'est pas pareil, là c'est pour des anciens détenus, c'est pour les réinsérer. Mais là vous avez la même problématique en fait. Oui. Et on y va pas à pas. Mais en fait, le travail est quelque chose de vraiment important. En fait, ça permet aux personnes de reprendre conscience de leur dignité. Et le travail, aujourd'hui, si vous n'avez pas de papier en France, vous ne pouvez pas travailler. Et nous, en interne, on a essayé de répondre à ça. On travaille avec des OACAS, organismes communautaires et d'activités solidaires, qui permettent en fait à des personnes sans papier de travailler. Ça ne dépend pas du ministère du Travail, mais ça dépend du ministère de la Famille. Et en fait, ça nous autorise à faire vivre en communauté ou à faire travailler en communauté des personnes et de les rémunérer d'un pécule après ça. Donc, on a 2 ateliers d'insertion. Un par la couture. Donc, on a principalement des jeunes femmes nigérianes qui cousent. Et puis, on a aussi un atelier de réinsertion par la peinture. Voilà. Et là, c'est principalement des jeunes hommes, même si on a 2 femmes aujourd'hui dans la peinture. Et la semaine dernière, comme toutes les semaines, mais je suis allé voir l'atelier, ils étaient en train de repeindre des bureaux. Et là, je vois le jeune homme qui était avec son pinceau, debout, en train de tirer ses traits de haut en bas. Il me voit arriver et j'ai vu ce jeune homme, qui était en situation de prostitution, debout, droit, vivant. Pour moi, ça a été mon rayon de bonheur de la journée. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui est debout. Et alors justement, quand on est entrepreneur, auditeur de ZTO, c'est quel type d'entreprises qui peuvent se rapprocher de vous et proposer peut-être des réinsertions? Alors, par la couture, effectivement, nous, ce qu'on forme, c'est un savoir-faire en couture, c'est vrai, mais c'est surtout un savoir-être. On apprend aux personnes à arriver à l'heure, on apprend à la personne à vivre dans un atelier en communauté, on apprend aux personnes à travailler proprement, à se respecter, et à faire... Il y a toute cette dimension du service qui me paraît important, où ces personnes-là, souvent, savent aider, savent rendre service, ça peut être... Mais en fait, elles veulent travailler, elles veulent rendre service, elles veulent aider. Quel cas vous venez de parler, Gilles Badin, de ce jeune homme qui peint. Quels exemples auriez-vous à donner de personnes qui ont suivi ce programme, ce parcours de sortie de prostitution et qui continuent de venir vous visiter et qui s'en sortent justement? Oui, on a des très très beaux parcours et ça c'est vraiment merveilleux. Cette jeune femme qu'on a accompagnée pendant plus de 2 ans et qui aujourd'hui
Elle travaille en grande distribution, elle remplit des linéaires. Quelle joie de la voir remplir ces linéaires. J'ai l'exemple de cette autre jeune femme qui aujourd'hui fait de l'aide à la personne et qui est heureuse. Et voilà, on a aussi l'exemple de cette... je ne donne pas de prénom exprès parce que voilà, on veut pas les stigmatiser, mais de cette femme qui, elle, est en parcours de sortie de prostitution, qui a un enfant et qui nous dit, mais grâce à vous, je suis debout, grâce à vous, je reprends goût à la vie, grâce à vous, je vais pouvoir enfin pleinement m'épanouir, j'ai envie d'être avocate et j'espère pouvoir y arriver grâce à vous. C'est magnifique, mais j'espère qu'elle deviendra avocate. Je Elle devient certainement une excellente avocate pour le coup. Ouais. Oui, c'est un parcours qui est très exigeant. Il y a combien d'échecs dans ce parcours ? Alors nous, aujourd'hui, on a fait rentrer 50 personnes dans ce parcours de sortie de prostitution et on a eu 15 personnes qui en sont sorties. On en a 35 aujourd'hui qui sont en cours et on a eu 2 échecs. 2 échecs, la première personne qu'on a fait rentrer parce qu'en fait, on s'était pas rendu compte de la difficulté de l'exercice. Et l'autre, parce qu'en fait, la préfecture nous a rattrapés en s'étant rendu compte que la personne qu'on a fait rentrer dans un parcours avait un passé, elle est rentrée en France de façon illégale et que on pouvait pas la faire rentrer dans un parcours de sortie de prostitution à cause de ça. C'est un peu logique qu'elle soit rentrée de façon illégale, non ? Oui, tout à fait. Ouais. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui en parcours de sortie de prostitution sont rentrées sans papier, par définition. Donc on est effectivement en discussion avec la préfecture pour essayer de remettre cette personne dans le parcours de sortie de prostitution. Comment vous comprend-elle, la préfecture ? Ça se passe comment ? La préfecture vous comprend bien ? Ah oui, la préfecture nous comprend très bien. On a mis en place une procédure comme il faut le faire et les dossiers sont reçus et ça va probablement rentrer dans l'ordre. Et donc, ces personnes en situation de prostitution et qui suivent ce parcours, qu'est-ce qu'elles veulent la plupart du temps ? Est-ce que certaines veulent retourner chez elles, dans leur pays, ou la plupart préfèrent plutôt rester ici ? Elles veulent toutes rester ici. Elles sont très très rares, les femmes qui veulent rentrer chez elles. J'ai l'exemple que d'une femme sur toutes les personnes qu'on accompagne. Pourquoi ? Parce que si elles rentrent chez elles, elles seront incomprises par leur famille. Leurs familles, rares sont les familles qui savent qu'elles se retrouvent en situation de prostitution ici en France. Donc ça serait un aveu d'échec que de revenir au pays. Et en fait, elles souhaitent toutes s'insérer en France et voilà, pouvoir servir, j'ai envie de dire, la France. La plupart du temps, leurs familles là-bas ne savent pas. La plupart du temps, leurs familles ne savent pas. Exactement. Alors, il y a une chose qui était assez étonnante que j'ai apprise en préparant cette émission, Gilles Badin, c'est que le confinement a joué quelque chose. Parce que pendant le confinement, les personnes en situation de prostitution étaient moins occupées, en quelque sorte. Et donc, ça a été aussi un temps pour elles de prise de conscience. Et c'est à ce moment-là que vous en avez recueilli davantage ? Oui. Oui, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu le phénomène que vous précisez, effectivement, où le bois de Vincennes a été fermé et donc les personnes ne pouvaient plus aller se prostituer. Et elles ont réussi malgré tout à survivre pendant ce temps-là sans se prostituer. Elles ont dit, mais plus jamais. Et on a eu, vous avez raison, un afflux de personnes qui sont venues en nous disant, je ne veux plus y retourner, c'est vraiment l'horreur, c'est vraiment l'enfer, plus jamais. Et là, effectivement, on a essayé de les accompagner comme on a pu. Il y a eu un autre phénomène de personnes, par exemple, qui travaillaient en restauration collective. Un homme, j'ai l'exemple de cet homme au bois de Boulogne, qui s'est retrouvé au bois en disant, bah ouais, mais j'ai plus de revenus parce que je travaille en restauration collective, c'est fermé, il faut bien que je survive, donc je me retrouve en prostitution de survie. Oui, il y a eu beaucoup de précarité dans l'autre sens, comme ça, bien sûr. Et puis, il y a eu un autre phénomène qui a explosé, qu'on va essayer de prendre à bras-le-corps là, qui est la prostitution sur Internet, en fait. Beaucoup de personnes sont sorties de la rue et se sont tournées vers les réseaux sociaux. Et ça, c'est un sujet que l'on va traiter, qu'on va essayer de traiter là cette année qui arrive. Comment rejoindre ces personnes sur Internet ? Quel sentiment avez-vous que la prostitution augmente, diminue, qu'elle est stable ? Elle se transforme. En fait, la prostitution de rue a tendance à diminuer. La prostitution sur Internet augmente. Et puis, il y a une nouvelle prostitution qu'on ne va pas voir encore, qu'on appelle la prostitution des cités. C'est, j'aime pas ce mot-là, mais c'était probablement des jeunes qui avant étaient dealers et qui prenaient des risques, en fait, en dealant, parce que si vous êtes pris avec de la drogue dans votre poche, vous allez directement au poste. Là, ce sont des jeunes qui ont quitté leur drogue, qui se retrouvent avec, qui préfèrent se balader avec des jeunes femmes, éventuellement aller dans un Airbnb ou dans un hôtel Formule 1 avec la jeune fille. Vous avez le droit d'être avec une mineure dans une chambre d'hôtel, il n'y a aucun contrôle. Et là, c'est ce qu'ils appellent des plans et il va y avoir des clients qui vont passer et ça va durer 24 heures, ça va durer peut-être 48 heures. Et voilà. Et ça, à travers les réseaux sociaux, c'est un phénomène qui est en forte augmentation.
Le chiffre de la prostitution, il est le même depuis 10 ans, c'est-à-dire on dit 40 000 personnes en situation de prostitution en France. Je le crois très sous-estimé. Il y a eu une forte augmentation avec les vagues de migration en 2016. Les vagues de migration ont tendance à stabiliser, mais moi je suis convaincu que la prostitution sur Internet, la prostitution des mineurs aussi explose. Pourquoi ? Parce qu'il est de plus en plus facile de se vendre à travers les réseaux sociaux, se vendre sous forme de photos, se vendre... Vous, Gilles Badin, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de chrétien, de votre vie d'homme, le fait de consacrer votre vie justement à ces personnes en prostitution, en situation de prostitution? Qu'est-ce que ça change? Vous l'avez dit dans une autre interview, j'ai bien aimé cette expression, en fait, on est tous captifs de quelque chose et on a tous besoin de se libérer. Ça vous aide à vous libérer vous-même de vos propres captivités? Je sais pas si ça m'aide, mais en fait, je découvre des personnes qui sont merveilleuses, des personnes qui ont peut-être eu moins de chance que moi, mais des personnes qui méritent qu'on prenne soin d'elles, des personnes qui peuvent vous faire avancer. Voilà. Moi, je crois que la rencontre, quelle qu'elle soit, est quelque chose de merveilleux. On est fait pour vivre en relation avec l'autre. On l'a vu pendant le confinement, on était cloîtrés chez nous, ou quand on a osé en sortir, on avait un masque. On avait peur de l'autre, on avait peur de lui serrer la main. On est triste de ça, on est malheureux de ça. Et en fait, la rencontre avec le plus pauvre nous fait grandir. Il y a un évangile qui vous avait marqué quand vous étiez enfant, je crois, c'est celui de la paille et de la poutre. Oui, parce qu'en fait, je considère que l'autre est pas mieux ou pas moins bien que moi, il est juste différent. Et là, vous l'apprenez au quotidien, là, j'imagine. Oui, je la vis au quotidien. J'ai un autre exemple d'évangile au quotidien que j'aime beaucoup. Avant de m'occuper de la prostitution, je travaillais plus sur la partie précarité de l'association. Et je me rappelle accompagner un homme polonais et on va voir à l'hôpital son ami qui, lui, était éthiopien. Son ami éthiopien était sourd-muet, il s'est retrouvé à l'hôpital, il était vraiment mal en point. Le Polonais me prend par la main, il me dit « Gilles, on va voir mon ami ». Et donc on y va tous les deux, on va à la Riboisière, on rencontre l'ami éthiopien, il est sourd-muet, donc la conversation a été limitée à des regards, des coups de coude amicaux. Et puis en redescendant, le Polonais me dit « Gilles, viens, on va passer par l'accueil ». Et là, il sort de sa poche toute sa manche et il la pose devant l'hôtesse d'accueil en lui disant « Est-ce que vous pouvez mettre la télé pour mon ami éthiopien qui est là dans la chambre numéro 10 ?» Et moi, là, j'ai vu l'évangile de la veuve. Toutes les pièces qu'il avait pu récolter dans la rue. Exactement. Toutes les pièces qu'il avait pu récolter, il les met sur le comptoir. Et moi, là, j'ai vraiment vu devant moi l'évangile de la pauvre veuve qui met son malheureux sou. Voilà. Lui, il avait de quoi s'acheter un sandwich pour le soir. Il a tout donné pour son ami qui allait passer la nuit à l'hôpital. En parlant de sous, justement, c'est quoi les besoins de captifs, la libération? Alors au Captif La Libération, on vit grâce à des bénévoles, je vous l'ai dit, on a 350 bénévoles. Donc on est toujours à la recherche de bénévoles qui font des tournées-rues, des bénévoles. C'est quoi le profil du bénévole? C'est vous, c'est moi, c'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des gens qui cherchent à donner un petit peu de sens, c'est des gens qui ont un petit peu de temps, parce qu'en fait la seule chose qu'on nous demande, c'est du temps. C'est plutôt des citadins? C'est plutôt des citadins, mais c'est des gens qui peuvent venir toutes les semaines faire cette rencontre fidèle, gratuite, inconditionnelle. Voilà, donc ça c'est vraiment le profil et on a besoin de... Tout le monde est le bienvenu pour venir donner du temps. Et puis les dons? Et bien sûr les dons, là on a une année 2022 qui se termine, mais on connaît l'incertitude économique en France. Donc oui, on a besoin de dons pour continuer. Est-ce que vous dépendez exclusivement des dons? On dépend pour moitié de dons. En fait, la moitié des subventions de l'association viennent de fonds publics et l'autre moitié viennent de fonds privés ou des dons, effectivement. Et on a besoin de dons pour continuer notre action. Gilles Badin, avant de se quitter, j'aimerais vous reposer une question sur un sujet qu'on a abordé pendant l'émission, qui me paraît très important, parce qu'il y a souvent ce mythe que les personnes qui se prostituent sont des personnes qui ont fait ce choix. Et vous dites que c'est vraiment exceptionnellement rare, ça. Et j'aimerais justement qu'on casse un peu ce mythe. Vous avez raison, Guillaume. Les gens ne choisissent pas la prostitution. Pour moi, les personnes en situation de prostitution sont toutes des victimes. Et c'est même probablement les plus pauvres parmi les pauvres. Une personne qui fait la manche et que vous voyez au niveau de la boulangerie, vous allez peut-être la regarder, vous allez peut-être lui sourire, vous allez peut-être lui donner une pièce. Les personnes en situation de prostitution, les seuls gens qui viennent les voir, c'est soit leurs macros, soit des clients. Donc des gens qui viennent les voir pour les mauvaises raisons. Ils viennent les voir pour leur argent ou ils viennent les voir pour des prestations sexuelles. Nous, au Captif La Libération, on vient les voir parce que ce sont des personnes qui méritent d'être aimées.
C'est une très belle conclusion, Gilles Badin. Je vous remercie vraiment pour nous avoir permis de mieux rentrer dans ces réalités qu'on ne veut pas toujours voir. Gilles Badin, je vous remercie de tout cœur pour cette participation. Merci Guillaume. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.